Bienvenue sur Gynéco, votre podcast gynécologique qui vous accompagne pour bien vivre votre grossesse, votre accouchement et votre postpartum sans stress, sans tabou et avec bienveillance. Je suis le docteur Hermione Aounou-Adjobo, gynécologue obstétricienne, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui revient très souvent en consultation. Comment bien s'alimenter pendant la grossesse. Entre les nausées, les vomissements, les tatis qui disent de ne pas prendre la banane, les mamies qui disent de ne pas prendre de l'ananas, de ne pas boire de l'eau glacée, c'est facile d'en perdre la tête. Et pour bien parler de ce sujet, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Madame Ife Kaossi, qui est nutritionniste. Ife, bonsoir. Bonsoir, Hermione. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, de l'alimentation pendant la grossesse. Ouais. Il paraît que quand on est enceinte, il faut manger 2 fois plus. Donc, si jamais tu as une grossesse de jumeaux, tu manges 3 fois plus. Est-ce que c'est vrai? Alors, merci, Hermione. Alors, quand on est enceinte, on ne mange pas 2 fois plus ou 3 fois plus. Il faut mieux manger parce qu'en fonction de son alimentation, la grossesse pourrait très bien se passer ou moins bien se passer. Nous avons des besoins nutritionnels très spécifiques qui augmentent. Donc, il faut faire très attention à son alimentation. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger beaucoup plus. Il faut plus ou moins faire attention à la qualité de l'alimentation pendant cette période. OK, donc on peut dire que quand on est enceinte, on ne mange pas 2 fois plus, mais on mange mieux pour soi et pour son bébé. Absolument. Très bien. Ouais. Tu sais, ce qu'on vient de dire là, ça me rappelle un scénario qui se passe très souvent en consultation. Entre 2 consultations qui sont souvent espacées de 1 mois, la patiente qui vient, il y a différentes étapes dans la prise de poids. Oui. Et pendant la prise de poids, on remarque que la patiente a pris quoi? 3, 4, parfois même 5 kilos en 1 mois. Oui. Et le mari qui, derrière, quand il est là, bien sûr, dit oui, docteur, c'est normal, tu manges trop, tu as pris 5 kilos. Et la femme derrière qui retorque, mais non, c'est normal, j'ai mangé pour moi, j'ai mangé pour mon bébé. Donc, c'est pas normal, il faut pas manger pour soi. Oui. Et en même temps, en plus pour son bébé, il Oui. faut bien manger. Il faut faire très attention à son alimentation quand on est enceinte. Il faut vraiment veiller à ce que l'alimentation comble les besoins nutritionnels. L'idée, c'est pas de manger en quantité énorme. L'idée, c'est pas de manger plusieurs repas 3, 4. Ça, c'est dans la normalité, mais l'idée, c'est pas d'aller à 8 repas. Si on faisait 4 repas, c'est pas de manger 8 repas, c'est plutôt de veiller à combler les besoins nutritionnels. Donc, si on a, par exemple, 2 bébés, on ne mangera pas pour 3 personnes, mais on mangera beaucoup mieux. C'est ça. Et quand on est enceinte, qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité dans son assiette? Alors, l'état de grossesse, c'est un état physiologique. De façon générale, on mange pour combler les besoins nutritionnels en fonction de l'âge, de la physiologie, de l'état, du sexe, etc. Donc, quand nous sommes enceintes, c'est un état physiologique qui fait en fait accroître certains besoins. Ces besoins-là, c'est des besoins en énergie. La femme enceinte, à travers le placenta, elle va quand même nourrir son bébé, donc elle aura besoin de beaucoup plus d'énergie pour faire les synthèses pour le bébé, le placenta, constitué déjà même au premier trimestre. Le placenta, la croissance de bébé, c'est elle qui assure les besoins du fœtus. Voilà. Donc, on a un besoin qui monte un peu en énergie. Nous avons des besoins en protéines qui augmentent aussi. Donc, les protéines, on aura par exemple le poisson, la viande, le fromage, les crustacés, les légumineuses qui vont apporter des protéines végétales. Donc, il faut faire attention aussi à ce que l'alimentation comble les besoins protéiques chez la femme enceinte. Nous avons des besoins très élevés en vitamines et en minéraux. Donc, ces éléments-là sont des éléments qui viendront forcément, entre autres, de l'alimentation. Et nous savons par exemple qu'il y a des minéraux et vitamines qui sont obligatoires chez la femme enceinte. Et là, on parle carrément de supplémentation. Au cas où l'alimentation de la femme enceinte ne va pas suffire à combler les besoins nutritionnels pour certaines patientes, on supplémente systématiquement. Et tu sais, le fer, folate, on parle de foldine au premier trimestre. Et même le fer, ça va accompagner tout au long de la grossesse à partir d'un certain mois. Donc, ces besoins-là sont indispensables chez la femme enceinte. Nous avons des besoins qui sont augmentés aussi au niveau des oméga 3. Oméga 3 pour la constitution du cerveau du bébé. C'est hyper important, très important pour éviter les malformations, pour permettre au cerveau du bébé
de bien se constituer, une très bonne croissance, ce sera augmenté. Nous aurons des besoins aussi en minéraux, magnésium, potassium, les os de bébé, il faut que ce soit bien constitué. Donc tout ça, en fait, c'est très important dans l'alimentation de la femme enceinte. Donc, ça veut dire qu'une femme enceinte doit s'alimenter en tenant en compte tous ses besoins nutritionnels importants pour elle et pour son bébé. Important pour elle et pour son aussi. bébé. Oui. Donc, il faut dire que tous ces besoins, normalement, sont accessibles dans l'alimentation de la femme. Absolument. Donc, pas forcément besoin de faire une supplémentation. Donc, c'est si certaines femmes, quand on remarque que l'alimentation, ce n'est pas trop ça, au début, il y a trop de vomissements, trop de nausées, qu'on est obligé de faire cette supplémentation avec des médicaments. Oui, voilà. En effet. Alors, pour appuyer, je dirais que chez certaines femmes, nous avons vraiment des femmes qui ont d'énormes difficultés tout au long de la grossesse, du 1er mois jusqu'au 9e. Elles n'arriveront pas, par exemple, à manger. C'est chez ces dames-là, par exemple, qu'on va peut-être ajouter du magnésium, on va ajouter du calcium, parce qu'on sait que, bon, là, maintenant, on fait l'évaluation, on se rend compte que l'alimentation, vraiment, elle n'arrive pas à se nourrir. Et là, il faut supplémenter pour faire attention pour que, justement, bébé ait tout ce dont il a besoin pour être en pleine forme à la naissance. Exactement. Et au-delà de cette supplémentation qu'on fait quand la patiente n'arrive pas à s'alimenter correctement, il y a une supplémentation systématique que nous faisons en Afrique, enfin même ailleurs en ce qui concerne l'acide folique, qu'on prend pendant le 1er trimestre pour éviter les malformations chez le nouveau-né, ce qui est très important. Donc quand vous prescrit votre acide folique, il faudrait vraiment le prendre pendant le 1er trimestre. Et la supplémentation en fer, qui est très importante, même si le fer, les femmes n'aiment pas trop, beaucoup. C'est très important parce que quand vous êtes anémié, votre bébé, il ne grandit pas bien et ce n'est pas bien pour votre bébé. Donc, il faudrait vraiment prendre la supplémentation en acide folique et en fer. Est-ce que, sur la base de ces besoins nutritionnels que tu nous as si bien développés, est-ce que tu peux nous donner un exemple type d'alimentation pour une journée d'une femme enceinte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle mange le matin au réveil, à midi, qu'est-ce qu'elle mange, en après-midi, si elle a un petit creux, qu'est-ce qu'elle peut manger, Avec plaisir. Le soir. Avec plaisir. Alors, je commencerai déjà par un petit déjeuner que j'affectionne beaucoup, autant chez la femme enceinte que d'autres personnes. Un petit déjeuner constitué d'une salade d'avocat. Donc, c'est de l'avocat. C'est ça que tu aimes beaucoup, l'avocat. J'adore. Alors, de l'avocat, ça peut être une moitié de gros avocat, avec des œufs à côté et des légumes. Quand je dis légumes, ça peut être de l'oignon, de la carotte, un peu de poivron, un ensemble de légumes frais. Ça peut même être des feuilles de laitue. Donc, vous faites votre avocat. Vous n'avez vraiment pas besoin on n'a pas besoin en général d'ajouter de l'huile en fait à l'avocat. Ou bien même de la mayonnaise, ou bien des vinaigrettes. Pas vraiment besoin. Parce que c'est gras déjà. L'avocat est gras déjà. L'avocat est vraiment gras. Et quand c'est de l'avocat beurré, c'est du bon avocat, franchement, ça passe bien. Donc, une petite salade d'avocat avec peut-être quelques tranches de pain complet, une citronnelle. C'est un petit déjeuner très équilibré. Et copieux. Oui, et copieux. Rassasiant, correct. D'accord? Alors, si on ne veut pas prendre de l'avocat, quelqu'un comme ma fille qui n'aime pas l'avocat, il y en a. Oui, il y en a qui n'aiment pas l'avocat. Je trouve ça très curieux d'ailleurs. Il y en a qui n'aiment pas l'avocat. Donc, on peut juste partir sur des œufs brouillés avec des légumes ou bien même une omelette dans laquelle on a mis des légumes, de la tomate, de l'oignon, nos légumes de chez nous, du piment, du poivron, tous les légumes qu'on voudrait mettre dans une omelette, 2 œufs avec quelques tranches de pain, ça c'est correct aussi. Comme on peut partir aussi sur une bouillie de mil, bouillie de sorgho, bouillie de maïs avec peut-être 1 ou 2 carreaux de sucre et des noix. Ça peut être des noix de cajou. Les noix contiennent des oméga 3, un peu de protéines. Donc, ça peut être des noix de cajou, ça peut être de l'arachide tout simplement. Voilà. Et donc, si on a faim entre le petit déjeuner et le déjeuner, on peut partir sur une petite pomme, sur une mangue, sur une moitié de petite papaye solo pour rappeler en fait l'importance des vitamines et des minéraux. Voilà, des fruits à cette étape-là. Et puis, à midi, on peut partir sur des ragoûts. Ça peut être des ragoûts d'igname, ça peut être un ragoût de patates douces, ça peut être un ragoût de pommes de terre. Il faut juste faire attention en fait que dans le ragoût, il y ait suffisamment de légumes. Donc la base qu'on connaît, quand on dit légumes chez nous, la base, tomate, oignon, piment. Donc une bonne base. Et on peut rajouter en fait peut-être du chou, du poivron, du navet, tous les légumes qu'on veut pour apporter encore du goût. On ne fera pas ça sans les protéines. Donc on peut partir sur du poisson ou alors on peut partir aussi sur la viande si on aime bien. Donc ça, à midi, c'est un bon déjeuner bien complet. Le soir, si on a faim, on repart sur le fruit.
Entre autres, on peut manger peut-être 1, 2 carottes pour grignoter. On peut partir aussi sur un fruit. 17h, 18h, il y a une petite faim qui traîne là. Et la nuit, on part sur la pâte. Pâte de maïs, c'est une céréale complète. Donc, la pâte de maïs, ce n'est pas quelque chose qui va faire grossir la femme. Contrairement à ce qui se dit Contrairement à beaucoup. ce qui se dit beaucoup, ce n'est pas l'aliment qui va faire grossir la femme. Il faut juste faire attention à la quantité. Donc, si vous mangez la pâte et que vous mangez suffisamment de légumes, du gombo, du crin-crin, nos mants de chez nous, Très accessible. très accessible, on fait notre bon mant avec une quantité de pâte raisonnable. Et du poisson, ça peut être du poisson fumé, ça peut être du poisson frit, légèrement. C'est parfait pour un dîner. Donc voilà une journée de repas pour une femme enceinte qui est clairement très équilibrée et accessible aussi. Très bien. En plus de m'avoir fait saliver, on remarque que tous les détails de l'alimentation que tu as donné, c'est des choses qui sont très accessibles Absolument. et à moindre coût. À moindre coût. Donc, il n'y a pas besoin de se ruiner pour bien s'alimenter. Voilà, c'est un gros mythe qui est véhiculé. On dit que bon, pour aller chez la nutritionniste ou pour faire attention à son alimentation, ça coûte cher en fait. Oui, c'est ça. L'alimentation, généralement, les gens vous disent l'alimentation, ce que disent les nutritionnistes là, c'est cher. Mais non, c'est pas vraiment cher. C'est juste que dans nos habitudes, on a tellement vu des aliments qui sont importés, qui coûtent beaucoup plus cher, qu'on a pris l'habitude de négliger en fait nos valeurs locales. Sûr. Donc, quand je dis à quelqu'un, par exemple, que le crin-crin, c'est autant un légume que les feuilles de laitue, c'est très bien ça, des vitamines incroyables, ça contient du calcium, ça contient plein d'éléments importants pour la santé. Tout le monde est choqué. Quand je dis, par exemple, amande vert, gourmand, chayo, etc., ce sont des légumes, ce sont des valeurs sûres. On se dit, non, mais ces légumes-là, c'est pas vraiment... Non, c'est plutôt la manière dont on les consomme. Si vous voulez manger du chayo et que vous y versez un quart d'huile, c'est beaucoup. C'est ça. Voilà, donc si vous mettez beaucoup trop de sel, c'est ça qui gâte en fait les valeurs en fait de nos aliments. Sinon, sur le territoire, localement, nous avons tout ce qu'il faut pour assurer nos besoins nutritionnels et assurer aussi les besoins nutritionnels des femmes. Du bébé. Et ce que tu dis, ça m'amène à dire qu'il ne faudrait pas forcément attendre. J'ai bien envie de dire pas du tout attendre d'avoir, par exemple, un diabète sur grossesse ou de prendre énormément de poids pendant la grossesse d'abord ou d'avoir du mal à perdre un poids qu'on a pris pour une raison ou pour une autre pour aller vers le nutritionniste ou la nutritionniste. Dans sa vie de tous les jours, pour être sûr de bien s'alimenter, on doit avoir recours à un nutritionniste qui nous suit, qui nous coach par rapport à notre alimentation pour être en bonne santé. Oui. C'est Tout ça. à fait. Alors, chez certaines femmes, on remarque que la grossesse peut quand même exposer à plusieurs risques. On peut avoir plusieurs petits soucis tout au long de la grossesse. Donc, c'est bien de rappeler, en fait, parce que parfois on oublie. Parfois, on subit, on se dit, oh, c'est juste à cause de la grossesse. Et ça va passer. Ça va passer, etc. Alors que si vous avez un accompagnement spécifique, personnalisé, en fonction de vos besoins, de votre mode de vie. Et de vos envies. De vos envies surtout, parce qu'il y a telle femme qui mangera ceci, alors qu'il y a une autre femme qui ne mangera pas ça. Si vous avez un menu, vous avez un suivi surtout pour vous dire, bon, écoute ça, franchement, il faut essayer. Voilà les alternatives que tu as pour oublier ceci pendant une certaine période. Ça aide, ça motive, ça redonne le sourire et ça facilite en fait le processus. C'est ça. Donc, exactement. tout le monde devrait revoir son alimentation, surtout avec l'épidémie de maladies chroniques que nous avons actuellement. Et plus vous êtes les femmes enceintes, c'est quand même important de venir vers les nutritionnistes pour ce très beau processus qu'est la grossesse. Petite piqûre de rappel, pendant la grossesse, on a un certain nombre de kilos qui est autorisé à prendre en fonction de son poids de départ, en fonction de si on est malnutri, si on a un poids normal ou si on est en surpoids. Donc, je peux dire qu'en moyenne, pendant une grossesse, quand on a un bon poids, il est autorisé de prendre 12 kilos en moyenne, quand on a un bon poids de départ. Oui. Si on est malnutri, ça peut être un peu plus, ça peut aller jusqu'à 18 kilos. Oui, 16-18. Et si on est en surpoids, ça peut être beaucoup moins, jusqu'à 5 kilos. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à gérer. Oui. Alors, à l'opposé de tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'il faut éviter pendant la grossesse? Très belle question. Alors, à l'opposé de tout ce que nous venons de dire, il y a quand même des aliments avec lesquels il faut faire très attention pendant la grossesse. Alors, les deux premiers que je vais citer, c'est vraiment des aliments à bannir. L'alcool et le tabac. Oui. Il faut répéter ça encore. L'alcool et le tabac sont à bannir. En fait, c'est vraiment deux éléments qui peuvent causer
plein de désordres au niveau même de la formation de notre fœtus. Donc, ça peut aller des malformations, ça peut être très mal géré par le fœtus parce qu'en fait, notre fœtus il n'est pas encore mûr, il n'est pas né. Donc, cette défense immunitaire ne sont pas encore bien installées. Son foie n'est pas bien installé, il n'est pas prêt à métaboliser des molécules comme l'alcool et le tabac. Donc, vraiment, quand on est enceinte, même quand on veut célébrer, prenez l'eau. Prenez l'eau, prenez autre chose que l'alcool. Prenez un jus de fruits naturel, prenez un bon fruit, une bonne mangue bien sucrée. Vous pouvez vous le permettre. Je préfère ça à l'alcool, oui, qu'à l'alcool. Donc, vin, champagne, tous les mélanges à temps et tchakpalo. C'est à éviter. Tout ça, franchement, c'est à éviter. Même le panaché. Mais non, c'est juste du panaché. Il y a quand même de l'alcool. C'est juste du panaché. C'est plus sucré que de l'alcool. Il y a de l'alcool. Donc, tout ça, franchement, il faut éviter. Le tabac, franchement, on l'exclut. La nicotine, on ne veut pas du tout. Pour bébé, faut vraiment pas. Et on ne va pas parler des drogues dures. Là, franchement, vous savez, il y a des bébés qui naissent en fait avec des symptômes déjà de quelqu'un qui... Bien sûr, de sevrage. De sevrage, voilà. Donc, scientifiquement, non seulement ce n'est pas bien pour la mère, mais pour le bébé, c'est pire. Voilà, encore moins pour le bébé. Donc, ces trois-là, drogue, alcool, tabac, franchement, on les écarte de facto. D'accord? Alors, le café, par contre, il faut limiter. D'accord, 1 à 2 tasses par jour pour le café. Tout ce qui est charcuterie, il faut éviter aussi. Donc, tout ce qui va être, quand je dis charcuterie, vous savez, les amateurs, jambon, saucisson, etc. Il faut vraiment éviter. On fera aussi très attention au sel. Donc, tout ce qui est alimentation hyper transformée, qui vont contenir beaucoup de sel, on va essayer d'éviter. Les chips, notamment les chips hyper transformés, chips de pommes de terre, etc. On essaiera de faire attention aussi à ça. Donc ça, ce sont des aliments. J'ai oublié les sodas. Les aliments, les sodas, vous savez, très sucrés. Attention le diabète gestationnel. Attention le diabète gestationnel parce que notre organisme, la femme, quand elle est enceinte, on ralentit tout. Il y a certaines, même au niveau de la glycémie, on fait très attention. La limite est plus proche en fait. Donc on fait très attention à ce que la glycémie ne monte pas trop. Donc tout ce qui va être soda, etc., il faudra faire très attention à ces aliments-là. Très bien, merci Ifé. J'ai envie de revenir encore une fois sur l'alcool. Oui. Parce qu'il y a un scénario qui ne rate pas souvent en consultation. C'est souvent quand la femme, en fin du premier trimestre, elle veut connaître le sexe de bébé et que finalement, heureusement, c'est tant attendu que tu lui révèles qu'elle porte. C'est « Ah, ce soir, c'est champagne à gogo ». Ah ben non, madame, champagne, c'est pas pour vous parce qu'il y a de l'alcool. Et je dis souvent, prendre de l'alcool et prendre le tabac pendant la grossesse, c'est tout comme si tu invitais ton bébé à un apéro, sans foie, sans filtre, sans défense. C'est catastrophique parce qu'il aura un retard de croissance, il aura des retards mentaux et ça se traîne à vie. À vie. Donc vraiment, c'est un sacrifice normalement qui devrait être à vie. Mais bon, comme on est concentré sur la grossesse maintenant, on va dire que c'est un sacrifice à faire pendant la grossesse. Mais oui, je vois très bien de quoi tu parles. En fait, même de façon générale, le conseil aujourd'hui que nous donnons en termes de conseil de santé publique, c'est 0 alcool. Ah, pour tout le monde. Pour tout le monde. Ah, c'est dur. Les gens ne seront pas très contents. Oui, il y a de cela 5 ans, dans les recommandations, on disait par jour une petite bière non cumulable. C'est-à-dire qu'on ne cumule pas. C'est-à-dire si tu n'as pas bu ton alcool lundi, tu ne fais pas une sommation. Tu ne fais pas une sommation parce que l'organisme, il élimine les quantités qu'il peut éliminer de façon journalière. C'est ça. D'accord? Mais depuis 5 ans, en fait, c'est 0 alcool. 0. Donc, c'est 0 alcool autant que 0 tabac. Donc, non, notre organisme n'a pas besoin d'alcool pour fonctionner. Tous les arguments là, c'est non. Il n'a pas besoin d'alcool. Non, quand on opère, il faut un peu d'alcool. Non, mais comment on va bénir la table? C'est 0 alcool. C'est déjà difficile en fait pour nous. Donc, si on dit 0 alcool pour le commun des mortels, pour la femme enceinte qui est encore plus précieuse, plus valable. Voilà, c'est encore plus valable. Voilà. Là, on va parler des idées reçues. Ces idées sont tellement nombreuses, sont tellement variables et sont tellement fortes. Très fortes. Il paraît que quand on est enceinte, il ne faut pas manger de la banane. Ah là là, la banane, c'est un fruit magique. La banane, c'est le fruit par excellence. Déjà, il est facile à transporter.
Quand vous êtes enceinte, que vous avez faim, vous êtes au bureau, vous travaillez, parce qu'on travaille quand même enceinte pendant un bon moment. La banane, c'est tellement pratique, c'est enveloppé, c'est complet, c'est frais, ça contient beaucoup de magnésium, ça contient un peu d'énergie, du sucré, ça nous rappelle ça ramène le goût sucré, ça nous redonne du punch. Non, la banane ne devrait pas être interdite du tout pendant la grossesse. Je ne vois pas d'où ça vient en fait. Ah, tu sais ce qui m'est arrivé un jour? Ouais. Il était quoi? Il était, je crois, 2h, 2h30 du matin. Quand mon portable sonne, malheureusement, des formations professionnelles, il est toujours sur sonnerie. OK. Et je vois le numéro d'une de mes patientes s'afficher. Elle se reconnaîtra peut-être. Et en même temps, ça fait un tour dans ma tête. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle m'appelle à cette heure-là? Est-ce qu'elle a des douleurs? Est-ce qu'elle saigne? Bref, j'étais en état d'alerte tout de suite. Oui, allô, madame telle, ça va? Elle me dit, ah oui, docteur, vous dormez? J'ai bugué. Je dis, il est quand même 2h du matin, on non? est censé faire quoi? Et il dit, oui, désolé de vous déranger. Je voudrais vous demander quelque chose. Je dis, oui, madame telle, je vous écoute. Elle me dit, est-ce que je peux prendre de la banane? Incroyable. Incroyable, mais vrai. Est-ce que je peux prendre de la banane? Je dis, de la banane? Quelle question? Elle dit, oui, je voulais prendre de la banane. Ma belle-mère a dit que je ne dois pas prendre de la banane. Non, j'ai très envie de prendre de la banane. Les envies de grossesse, 2h du matin, 2h banane. du matin. Ok, d'accord, oui. Mais pourquoi elle attend 2h pour appeler en fait? Oui, parce que c'est à cette heure-là qu'elle a envie de prendre sa banane. Et comme sa belle-mère a dit qu'elle doit prendre la banane, il faut qu'elle confirme. Ok. Tout ce que j'ai eu la force de lui répondre, c'est vous pouvez prendre de la banane sous toutes ses formes. Oui, sous toutes les formes. Absolument. En plus, ça apporte du potassium. Ça apporte du potassium, ça apporte du magnésium, c'est très important, oui. Il paraît que quand on est enceinte, il ne faut pas boire de l'eau glacée, sinon bébé grossit trop. J'ai entendu celle-là. Ah. Mais non, ça n'a aucun effet sur le poids de bébé, l'eau glacée. Absolument pas. L'eau glacée, quand on le boit, la thermorégulation va forcément agir pendant la digestion et puis l'eau va entrer dans le corps, ça sera éliminé. Donc, scientifiquement, l'eau glacée n'aura absolument aucun impact sur le poids de bébé. On peut boire l'eau glacée et après, ça peut même servir pour aider la gestion des nausées. Tout à fait. Pendant la grossesse. Donc, non. Allez, sur l'eau glacée, d'ailleurs, moi, je dis toujours, tu me permettras d'éclaircir le mythe pour tout le monde. L'eau glacée ne fait pas grossir déjà de façon générale. Donc, les personnes qui vont dire, oh, moi, je bois l'eau glacée, je bois l'eau chaude. Non, l'eau, quand elle est chaude, c'est pas comme si ça tombait sur la graisse et ça s'éliminait, en fait. Non, du tout. La graisse humaine, c'est un tissu. Ça, c'est un gros mythe que tu es en train de casser. C'est un gros mythe, oui. Quand on veut perdre du poids, on n'a pas éliminé l'eau glacée. J'en consomme. Je ne suis pas en train de dire, si vous buvez l'eau chaude, allez sur l'eau glacée. Mais si vous avez envie d'eau glacée, buvez votre eau glacée en vrai. Oui, classique, allez-y. Si vous avez envie d'eau fraîche, en fait, buvez votre eau fraîche. Si vous êtes habitué à boire de l'eau chaude ou de l'eau tiède et que c'est ce qui vous correspond, allez-y sur l'eau tiède. Mais il n'y a pas de relation. J'ai l'impression que les gens, ils pensent que la graisse humaine, c'est le beurre ou c'est de l'huile, quoi. Et dès que l'eau chaude tombe dessus, ça fond. Oui. Et quand c'est de l'eau froide, ça durcit. Petite anecdote personnelle, quand moi j'étais enceinte de mon garçon, j'avais tellement de nausées, de vomissements. Ça m'a suivi pendant toute la grossesse d'ailleurs. Oh là, c'est chaud. Ah oui, c'est chaud, c'était chaud. Mais pour pouvoir gérer ça, je croquais de la glace. C'était l'une des choses qui me permettrait de gérer ces nausées. Oui. Mais mon bébé, il n'est pas sorti gros. Il est sorti à quoi? 2,7 kg. Donc si franchement... Ça faisait grossir. Je pense qu'il serait à 6 kilos, quoi, parce que je ne prenais que ça. Voilà. Ouais. Il paraît que quand on est enceinte, il ne faut pas prendre de l'ananas parce que ça donne des contractions. Ah là, ça aussi, j'ai entendu ça. Surtout, les gens disent, surtout au premier trimestre, il ne faut pas prendre. Il faut éviter parce que... et il faut bien prendre ça à la fin. On entend tellement de choses. C'est pas vrai. Alors, c'est vrai que l'ananas, déjà, c'est notre fruit au Bénin. Ça fait partie des fruits les plus accessibles. Donc, si on dit à une femme enceinte qu'elle doit manger des fruits et qu'elle n'est pas remplie aux as, l'ananas, c'est vraiment un fruit accessible avec 100 francs, 150. Elle a de l'ananas. Il faut dire que l'ananas contient quand même une enzyme appelée broméline. Très bien. Qui peut, faire penser, à de petites contractions. Mais ça, il n'y en a pas suffisamment pour créer des contractions qui peuvent agir sur le col de l'utérus et déclencher, ou bien provoquer un avortement, parce que c'est ce qu'on veut éviter. Non, l'ananas, franchement, on peut en manger en quantité correcte, en quantité raisonnable. Tu n'iras pas sur 2 ananas, clairement pas. Et même si tu manges
2 ananas, ça passe encore. Pour que cette broméline agisse sur le col de l'utérus. Il faut en prendre au moins 10, quoi. Et qui va prendre 10 ananas. Je pense que là, ça va plus te donner la diarrhée que les contractions. Donc, non, pas du tout. L'ananas, on peut en consommer quand on est enceinte. D'accord. Il paraît que quand on est enceinte, il ne faut pas prendre du piment. Sinon, quand bébé sort, il est très nerveux, il pleure beaucoup. Oula, non. Ok, ça, je l'avais jamais entendu. Je n'avais jamais entendu celle-là. Mais non, le piment n'a aucun effet sur l'humeur, sur le bébé, aucun effet. Le piment, c'est l'un des ingrédients qu'on utilise le plus en cuisine. Qui mange au Bénin, en fait, sans piment? Donc, les femmes se retrouvent à manger sans piment parce qu'elles ne veulent pas un bébé qui est nerveux à la naissance. Oh, pour de vrai? Ah ben oui, pour de vrai, ça fait partie de l'une des multiples choses qu'on entend en consultation tous les jours. Ouh là là. Après, faut pas abuser. Je pense que... C'est sûr. Voilà, à cause des reflux. Et exactement. Voilà, parce qu'après, quand bébé repousse l'estomac et tout, on peut avoir des reflux en fin de grossesse. Il ne faut pas abuser pour ne pas se brûler. C'est très inconfortable, en fait, quand on a des reflux, etc. Mais si ce n'est pas reflux, un minimum de piment, oui, pour moi, franchement, manger sans piment, ce serait une grosse punition. Donc oui, faut modérer les quantités, mais la consommation de piment n'a aucun effet sur l'humeur de bébé. S'il n'y a pas eu de tension pendant la grossesse, si papa était présent, maman était là, tout s'est bien passé. Voilà encore un gros sujet dont on va parler après. Podcast, oui. Donc, si tout s'est bien passé, bébé ne sent pas l'anxiété de sa maman, il n'y a pas de problème pour l'humeur de bébé. Donc oui, vous pouvez prendre du piment, mais de façon raisonnable. De façon raisonnable, c'est-à-dire de façon tolérable, parce que quand vous en abusez, il y a le reflux, c'est-à-dire les brûlures qui remontent au niveau de la gorge, qui vont beaucoup vous déranger. Mais de façon raisonnable, il n'y a aucun problème sur bébé. Il paraît qu'il ne faut pas prendre, ça je sais que tu ne seras pas d'accord, parce que je sais que tu adores ce que je veux dire. Il paraît qu'il ne faut pas prendre du bissap, sinon le bébé aura un teint très foncé. Ah là là. Nom de Dieu. Mais non, en vrai, le bissap, c'est un des aliments les plus intéressants. Le goût, quand c'est frais, c'est super bon. Ça désaltère. Il ne faut juste pas abuser avec le sucre qui accompagne. Si on fait notre bissap avec de la menthe, de la citronnelle, de bons arômes et tout, on peut vraiment boire beaucoup de bissap pendant la grossesse. Même, parfois, quand on est enceinte, on n'a pas envie de boire de l'eau simple. Oui. Donc, au lieu de prendre, par exemple, des sodas, on peut remplacer par du bissap. Absolument. Ça aromatise, c'est plus agréable. Et d'ailleurs, si bébé a un teint foncé, qu'est-ce que ça fait? Quel est le problème? T'as un beau teint, il fait. Merci, moi aussi, d'ailleurs. Toi aussi. Les bébés, ils naissent roses. Oui. Ou clair, la minimum. Plupart du temps. La plupart du temps. Moi, je suis sortie noire. Uh-huh. J'étais le seul bébé de la fratrie qui est sorti noir. Bien noir et bien beau. Merci. Bien noir, bien foncé. Et puis tout le monde disait, mais ça, c'est quand même un bébé noir que tu nous as fait là, tu vois. Mais ça n'a jamais été un problème. Moi, sur mes photos de naissance, j'ai toujours eu un teint foncé. Donc, ça ne pose aucun problème. Aucun problème. Pareil pour ma fille. Quand ma fille est née, elle avait un teint bien foncé. Et j'ai dit, bon, ok, elle a fait comme ça, maman. Elle a fait comme ça, maman, tu vois. Mais ça n'a jamais posé problème. Et ça n'a pas de rapport scientifique avec le bissap. Ça, c'est encore une des frustrations que beaucoup de femmes traînent. Malheureusement. Heureusement que ça va de mieux en mieux. Tu trouves? Je pense. Okay. Je pense. C'est moins... on a moins de réactions vives ou anormales quand un bébé rose. Quand t'as pas un bébé rose. Oui, on en a de moins en moins, je trouve. Avant, c'était le sexe aussi. On cherche forcément le garçon. L'héritier de la famille. En tout cas. Un débat futur. Il paraît, bon, on va finir avec les il paraît sur celui-ci. Il paraît que quand on est enceinte et qu'on prend beaucoup de carottes, on a un bébé bien clair. Donc, pour avoir un bébé clair, il faut prendre beaucoup de carottes, une bonne dizaine par jour. Celle-là aussi, je l'ai eu. Je l'ai eu. Et quand j'étais en fin de grossesse, j'avais une connaissance qui me disait, mange de la carotte, mange de la carotte, mange beaucoup de carottes, bébé sera bien clair. Et j'étais là en mode, franchement, oui, je veux bien manger de la carotte parce que la carotte, c'est notamment un légume très intéressant. Mais je suis sûre que ce n'est pas à cause de la carotte que mon bébé sera plus clair qu'un autre. Le teint de bébé, c'est en fonction de la génétique. Oui, c'est en fonction de la génétique. Donc, si papa, il a un teint clair, plus clair que maman qui est foncé. Après, papa et maman peuvent être clairs et bébé vient noir. Parce que là-bas, parce que là-bas, comme
papa et maman peuvent être noirs et papa et l'enfant va venir bien clair ou Ou albinos. albinos. Parce J'en ai que, même eu cette semaine. parce qu'il y a peut-être une grand-maman quelque part qui a mis ces gènes-là et puis Exactement. lui, il est allé chercher ça. Donc, ça n'a rien à voir avec la carotte, bissap, non, franchement, ou la betterave. Ils vont me dire aussi peut-être que si le maman prend de la betterave, bébé sera foncé. Non, pas du tout, ça n'a pas de rapport. C'est ça. Merci pour tous ces éclaircissements. Je t'en prie. Alors, il y a une question aussi qui revient, la plupart du temps pendant les consultations. Est-ce que je peux jeûner? Ok. Est-ce qu'une femme enceinte peut jeûner? Alors, la plupart du temps, c'est pas recommandé de jeûner pendant qu'on est enceinte. Donc, il faut forcément peut-être prendre l'avis de son ou sa gynécologue avant de vouloir jeûner. Parce qu'il faut remplir les besoins nutritionnels quand on est enceinte, quoi. C'est tous les jours jusqu'au bout du processus. Donc, si la femme enceinte doit jeûner, il faut que ce soit vraiment sous l'aval de son gynéco. Oui, de son gynéco. Et tu sais ce que j'ai l'habitude de répondre à ces femmes qui me demandent ça? Je leur réponds, Dieu même, il veut te voir en bonne santé, il veut voir ton bébé en bonne santé. Absolument. Et raison pour laquelle en islam, par exemple, il y a une dispense légale pour les femmes enceintes. Oui. Et je pense que c'est reporté pour après, où tu peux faire un don. Bref, il y a une dispense légale chez la femme enceinte. Donc je me demande en fait pourquoi les femmes enceintes veulent... Je ne sais pas quel péché elles vont comme ça, et c'est pendant la grossesse qu'il faut émouvoir. La question que moi je me pose parfois, si tu me permets, c'est est-ce que quand on est enceinte, on peut faire de l'activité sportive? Ah oui, pendant la grossesse, tu peux faire de l'activité. Mais c'est un gros mythe. C'est un gros mythe parce que du premier jusqu'au dernier trimestre, tu peux faire de l'activité. Dès qu'on sait que tu es enceinte, même faire de l'activité sportive. Merci. Juste qu'il faut que ce soit régulé. Voilà. Donc, c'est un gros mythe. Dès que tu es enceinte au Bénin ou bien même en Afrique et que tu veux faire ne serait-ce quand tu es par troisième trimestre à 2 pas de l'accouchement là, dès qu'on sait que tu es enceinte et que tu veux pratiquer de l'activité sportive, tout le monde est alarmé. En état d'alerte. Mais Viola, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu risques de faire un avortement. Je dis, mais en vrai, si le gynéco donne la permission, on devrait pouvoir, non? Bien sûr, si le col est fermé, s'il n'y a pas de menace d'avortement ou d'accouchement prématuré, tu peux faire ton activité sportive. Oui. La marche, c'est une activité sportive. Bien sûr. La marche rapide, c'est une activité sportive. Oui. Juste qu'il faudrait que ce soit quadrillé. C'est vrai qu'il y a certaines femmes très sportives, quand tu leur dis, ah oui, vous pouvez faire l'activité sportive, c'est là, elles doivent faire les abdos, elles doivent courir, faire la course sur tapis. J'en ai même eu une fois qui, en faisant de la course sur tapis, est tombée sur le ventre. Donc, bon, c'est vrai qu'on est réticent un peu à raison parce qu'il y en a qui ne savent pas poser les limites. Donc, quand elles me demandent souvent, oui, est-ce que je peux faire l'activité sportive? Je leur demande, bon, quelle activité sportive vous voulez faire? Voilà. Ouais. Comme ça, je sais comment mieux régulariser la chose pour que ça n'aille pas dans tous les sens. L'un des symptômes les plus courants de la grossesse, c'est les nausées. Oui. Nausées qui freinent beaucoup l'alimentation. Donc, quand on est enceinte et qu'on a les nausées, c'est vrai qu'on en a parlé très vite tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire par rapport à son alimentation? Oui, alors quand on a les nausées, il y a différents types de nausées, d'accord? Il y a des nausées, en fait, chez la femme enceinte où, quoi qu'en soit, ce qu'elle mangera, il y a des femmes, vraiment, c'est hyper difficile, quoi qu'en soit ce qu'elle mangera autour de la grossesse, ça sort. Donc là, vraiment, il faut vraiment aller, comme on l'a dit, il faut supplémenter, il faut vraiment essayer de faire une enquête alimentaire pour lui révéler en fait les aliments qu'elle n'a pas encore testés. Parce que les femmes enceintes, elles pensent qu'elles ont déjà tout testé, que rien ne passe et tout. Alors que quand tu fais bien le check, tu lui dis, bon, ok, peut-être que c'est ceci qui va remplacer ceci. On arrive quand même à trouver certaines choses qui passent. Donc, pour que ça passe bien, il faut fragmenter les repas. Donc, de petites collations, de petits repas. Il ne faut pas manger, en fait, jusqu'à se sentir trop rempli. Voilà, trop rempli. Il faut les fragmenter. Donc, si au lieu de prendre là, on va se retrouver peut-être à prendre 5 repas ou 6,
fruits et collations y compris. Donc, de petites quantités à chaque fois. Exactement. Il faut manger de petites quantités. Il faut, comme tu l'as dit, peut-être passer à l'eau froide ou de la glace de temps en temps. Bien sûr. Si l'eau, parce que pour certaines femmes enceintes, l'eau simple les dégoûte et va les faire vomir. Donc, il faut remplacer peut-être par quelque chose de moyennement acidulé. Donc, du bissap notamment, de l'eau légèrement citronnée, si pas d'ulcère et pas de gros reflux. Ça, ce sont des alternatives qu'il faut. Par contre, ce qu'il faut éviter, il ne faut pas se jeter sur... Je ne sais pas si tu as une question sur ça, mais il ne faut pas se jeter sur ce qu'on appelle le kalaba. Ah, j'en venais. Oui, parce que, j'en venais. parce que certaines femmes, c'est du pick-up. Elles ne jurent que par ça, pas la terre. Bien sûr. Donc, le kalaba, ça va devenir quelque chose qu'on va manger tout au long du premier jour de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. Et parfois même après... l'accouchement. Parce que ça devient une addiction. Ça devient une addiction. Oui, c'est une addiction. C'est carrément une addiction. Et on a tout le temps envie, mais c'est tout à fait un cercle vicieux. Parce que parfois, c'est une carence en fer. C'est souvent d'ailleurs. C'est souvent une carence en fer qui donne envie de manger de la terre. Parce que la terre, ça c'est ferreux. C'est ça. Voilà, donc on a envie de manger la terre. Et quand on mange la terre, ça effondre encore plus en fait le niveau de l'hémoglobine en fait qui est disponible pour l'organisme. Voilà, donc c'est chélateur. Donc il faut quand même faire attention à ça, très très attention. Donc pour gérer les nausées, tout ne gère pas bien les nausées. Voilà, c'est très important de le dire. Et la plupart du temps, même d'ailleurs, enfin, la plupart du temps, c'est peut-être abusé, oui. Mais plus d'une fois, quand il y a des nausées, des vomissements à un point fini, ça cache souvent un problème psychologique, un problème dans le couple, par exemple. C'est souvent un mécanisme de défense des femmes pour pouvoir exprimer leur mal-être. Oui. Donc, pour une femme enceinte, il faut surtout un environnement sain, très sain, un environnement safe et un environnement apaisant. Oui, tout à fait. Donc, chers messieurs, cher entourage, la balle est aussi dans votre camp. Oui, tout l'entourage, hein, c'est pas que le monsieur, tu sais, le monsieur, les sœurs, la maman, la belle famille, les tontons, les tatas, les amis. Quand on remarque que chez la femme, ça ne va pas, que la santé est affectée tout le temps, il faut checker. C'est ça. Il faut checker. Il faut checker. Oui, c'est très important. Il faut vous remettre en question et essayer d'être autant que faire se peut pour elle un havre de paix. C'est ça. Oui, un havre de paix. Oui, très important. J'ai mis dans l'anglais. Oui. Alors, parlons des envies de grossesse. Là, je vais te poser une question personnelle. Allons-y. Envie de grossesse, quand toi tu étais enceinte, quelle était ton envie? Mais moi, j'ai parlé des glaçons que je croquais tout le temps. Quelle était ton envie de grossesse inébranlable? Les olives. Ah, bon, ça c'est... Oui, j'ai eu la chance. Mais après, c'est quand même salé. C'est quand même salé. C'est quand même salé. Voilà, quand on en abuse. J'avais tout le temps envie d'olives. Tu voulais me faire plaisir, tandis que j'étais enceinte, c'était les olives. Les olives. Oui. Les olives, c'était incontournable pour moi. Très envie d'olives. Donc, tout le temps, il y avait une marque qui commençait à passer, je ne vais pas citer. Oui. Donc, je disais toujours, cherchez-moi des olives. On m'apportait des olives et j'en mangeais. Et tu en as mangé tout le temps. Oui, tout le temps. Parlant d'envie de grossesse, il y a un scénario qui m'a marqué il n'y a pas longtemps. Un couple que je recevais souvent en consultation, très joyeux, très content, très complice, très taquin. Bref, le genre de couple que tu aimes recevoir, t'apportes de la fraîcheur. Exactement. Et le jour-là, quand ils sont venus, le monsieur, il était plutôt très réservé dans son coin. Très énervé à la limite. Okay. Et je dis, mais qu'est-ce qui... J'étais un peu mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Oui. J'étais un peu mal aussi. Finalement, j'ai demandé, monsieur, ça va? Vous allez bien aujourd'hui? Et il me lâche. Demandez-lui. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, je me suis dit, j'aurais pas dû poser cette question ici. Demandez-lui. Et je dis, madame, vous avez fait quoi? Il dit, c'est pas moi, toute zen, c'est son enfant. Quel enfant? Celui qui est dans le ventre, non, docteur. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Et il me dit, docteur, vous savez où on habite? Je dis, dans quoi je me suis embarquée moi-même comme ça? Vous savez où on habite? Et je dis, non, vous habitez où? Il me dit, on habite Godomé. D'accord. Et elle me réveille à 1h du matin. C'est toujours à l'heure, là. Toujours. Quelle envie bien. Elle me réveille à 1h du matin. Qu'elle a envie de prendre sauce graine. Vous savez où j'ai trouvé sauce graine? Je lui ai ramené sauce graine.
Elle a pris une seule bouchée et Elle a elle a vomi. arrêté. Non, Ouais, elle a arrêté. Au moins, c'est resté. Et elle dit qu'elle ne peut plus prendre. Je lui ai demandé pourquoi. Elle me dit que la sauce graine sent trop la graine. Moi-même, j'ai pouffé de rire. Je m'attendais pas à ça. La sauce graine est censée sentir l'arachide. J'ai dit, madame. Elle dit, ah, c'est pas moi, hein, que la sauce graine aussi, que l'odeur de la graine était forte. J'ai dit, elle argumente un peu. Tu sais, j'ai une maman qui dit souvent que les caprices des femmes enceintes, les envies et les caprices n'ont la capacité d'être exprimés que lorsque ça a un acheteur. C'est ça. Mais en même temps, il faut qu'il y ait Mais en même temps, il faut hein. qu'il y ait acheteur. Mais après, il y a quand même des grossesses pour lesquelles, tu vois, c'est pas pour stigmatiser ou pour cautionner, mais tu vois, il y a de jeunes grossesses. Quand tu tombes enceinte, par exemple, à 16 ans, à 18 ans, sous le toit de tes parents, est-ce que tu peux parler de caprice? Qui veut t'amener la sauce graine? Qui veut t'écouter? Qui veut t'écouter dire que tu as envie de sauce graine à 2h du matin? Qui sent moins la graine? Qui sent moins la graine? Ou bien de mangue alors qu'on est peut-être en novembre ou en banane octobre? À 2h du matin. Qui? Tu vois? Non, mais après, c'est une période aussi pendant laquelle on fait un peu bébé. C'est tout ce que j'ai dit au monsieur, que vraiment, que de ne pas se fâcher. Oui, on aime bien quand nos hommes font tu vois, ils vont chercher le truc rare pour nous. Pour nous. Il ne faut pas les faire fuir non plus. Quoi. Non, ils sont forts. Alors, maintenant, on va parler de la constipation pendant la grossesse. Oui. Quelles sont les astuces pour pouvoir gérer la constipation quand on est enceinte? Parce qu'il faut dire qu'avec la grossesse, il y a une hormone qu'on appelle la progestérone. Tout à fait. Progestérone qui agit sur les muscles lisses. Oui, exactement. Ralentit tout. Et ça ralentit tout le transit. Donc, oui. Toutes les femmes enceintes savent que pendant la grossesse, docteur, franchement, je suis constipée. Et malheureusement, c'est le pauvre fer à côté qui est souvent incriminé. Oui. C'est à cause du fer. Non. C'est à cause du fer. Or, c'est la grossesse en elle-même. C'est la grossesse en elle-même. Donc, quelles sont ces petites astuces oui. Pour pouvoir gérer les constipations pendant la grossesse? Alors, les conseils sont très simples en termes de constipation. La première chose, c'est qu'il faut aller déjà sur des aliments qui ne sont pas hyper transformés. Très bien. D'accord? Les aliments qui sont complets contiennent des fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, c'est des éléments très importants qui vont faciliter en fait le transit intestinal. Donc, on va donner des exemples très simples. Au lieu, par exemple, de manger la cassa ou de l'io, il faut manger, par exemple, la pâte de maïs. Parce que dans la pâte de maïs, on a les fibres alimentaires, on a les vitamines, on a les minéraux, on a tout ce qu'il faut. Donc, vous avez l'habitude de manger, vous êtes enceinte actuellement, vous mangez que de la cassa, vous êtes constipé, priorisez la pâte de maïs. D'accord? Donc, on va partir sur, par exemple, si on veut les légumineuses, ce sont des aliments, c'est le groupe, si tu veux, c'est l'un des groupes alimentaires les plus riches en fibres. J'entends pas légumineuses, haricots, vanzou, cassoulet, petits pois, etc. Ils sont super riches, non seulement en protéines, en minéraux et vitamines, mais aussi en fibres alimentaires. Donc, c'est un très bel aliment pour la grossesse. Nos femmes vont me dire, mais les haricots, ça donne des gaz, etc., des ballonnements et tout. Ça dépend de la façon dont vous les consommez. Okay. Si vous mangez de l'haricot avec beaucoup de friture, ça va forcément vous donner des reflux. Des reflux, forcément. Mais si vous mangez votre haricot en sauce, vous le faites avec des légumes, avec de la viande ou du poisson, c'est délicieux, c'est hyper bon. Vous n'aurez pas besoin d'ajouter d'huile ou de gari ou de pain. Vous le mangez juste en sauce avec une bonne quantité de protéines. C'est génial. C'est très bien et pour votre bébé et pour vous. Voilà. On va rappeler les fruits et légumes. On en parle tout le temps. Donc, il faut vraiment que l'alimentation soit diversifiée et équilibrée. Donc, plus vous avez des légumes et des fruits, ça vient aussi avec de l'hydratation. Parce que les fruits et les légumes, c'est des vitamines, c'est des minéraux, c'est un peu de sucre à cause des fruits notamment. Mais c'est aussi beaucoup de fibres alimentaires. Donc, forcément, votre alimentation, lorsqu'elle contient tous ces groupes-là, tous ces éléments que je viens de citer, ça facilite vraiment, en fait, la digestion. Et ça fait que vous n'êtes pas très constipé. On va parler aussi un peu de marche, puisque ça ralentit la grossesse en elle-même. Faire un peu de marche avec l'accord du gynéco. Faire de la marche va faciliter aussi la digestion. Donc, si vous maintenez aussi une bonne hydratation, vous buvez suffisamment d'eau, 1,1 litre à 1,5 litre d'eau par jour. Avec cette alimentation-là, vous n'aurez aucun problème en fait de constipation. Malheureusement, la constipation peut s'aggraver aussi par des crises hémorroïdaires.
Il y a pas mal de femmes, de femmes enceintes, en fait. En fin de grossesse. En fin de grossesse, qui souffrent, en fait, des hémorroïdes douloureuses. Bien sûr, voilà. bien sûr. Parce que l'alimentation, elle est très déséquilibrée. C'est toujours des aliments très transformés, biscuits à gauche, etc. Pain avec pâte alimentaire. Merci, etc. Pain avec pâte alimentaire, attiéké, avec aloko, mayonnaise. En fait, c'est vraiment des choses vraiment très, très transformées qui font que, finalement, on est exposé à de la constipation. Quand tu checkes un peu, tu vois que l'alimentation n'est pas vraiment bonne. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes. Petite astuce que moi j'ai l'habitude de donner à mes femmes enceintes, c'est que je leur conseille de prendre nos riches en magnésium. Il y en a quelques-unes sur le marché. Oui. C'est comme la Satif-Doux qui permet de faciliter le transit. Oui. Ça peut aider aussi. Oui, ça peut aider. Alors, nous allons finir ce bel épisode sur 3 conseils que tu peux donner à une femme enceinte pour pouvoir manger sans pression. Manger sans pression. Oui, bien manger et sans pression. Et sans pression. Déjà, il faut toujours partir sur des aliments que vous aimez. C'est la base. Donc, si l'aliment ne plaît pas, forcément, il y aura forcément du dégoût, ça ne passe pas. Donc, priorisez déjà les aliments que vous aimez, mais qui sont sains. D'accord? Deuxième conseil, allez-y toujours sur une alimentation équilibrée. Donc, la bonne place des légumes, la place des fruits, des protéines. Il faut que l'alimentation soit diversifiée et équilibrée. Et en troisième position, il faut quand même pratiquer de l'activité sportive pendant la grossesse pour maintenir sa santé et faire attention à ne pas tomber malade. Donc, pas d'hypertension artérielle, pas de diabète. Et si hypertension artérielle et diabète, prenez toujours l'avis de vos spécialistes, de votre gynécologue et prenez soin de vous. Merci Ife pour ce très bel épisode. C'est moi. Donc, on peut dire qu'une grossesse heureuse, c'est aussi une alimentation qui fait plaisir. Forcément, une grossesse heureuse, c'est une alimentation qui fait plaisir. Faut pas se stresser, aller vers une alimentation qui n'est pas diversifiée. Moi, franchement, ce qui me choque, c'est une alimentation sans piment. Franchement. Tu ne reviens toujours pas. Enlevez-moi tout, mais pas le goût. En vrai, mais tu sais, dans tous les processus, que ce soit une prise de poids, une perte de poids, une grossesse, etc., faut, de façon générale et de façon diététique et éthique, il ne faut jamais enlever tout le principe du plaisir. Sinon, après, c'est très contraignant. Et ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Parce qu'après, la personne se dit, j'en ai marre en fait. Pourquoi je me punis autant? Parce que l'alimentation, c'est vrai, c'est pour combler les besoins nutritionnels essentiels. Mais aussi dans la façon dont les choix alimentaires, il faut forcément que ce soit quand même principalement ce qu'on aime manger. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Ife. C'est moi qui te remercie. Nous sommes à la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Aimez, partagez, commentez et à très bientôt pour un nouvel épisode de Gynéco. Prenez soin de vous.